courage. Celle qui consiste à penser aux autres plutôt qu'à soi. À se donner les moyens d'en faire toujours plus pour la santé de chacun. Des prestations innovantes et des offres adaptées. Ce n'est pas forcément la voie la plus simple, mais pour nous, c'est la meilleure pour être vraiment ce lien sur lequel chacun peut compter. Aesio Mutuelle. Décidons ensemble de vivre mieux. Informations et conditions sur aesio.fr ou dans l'une de nos 300 agences en France. Vous écoutez France Inter, il est 17h. Les infos, Marion Lourd. Un suspect français, né en France, islamiste radicalisé et schizophrène sévère. C'est le portrait de l'agresseur de la Chapelle-sur-Erdre dressé par le ministre de l'Intérieur cet après-midi. L'homme a poignardé ce matin vers 10h une policière municipale sur son lieu de travail près de Nantes. Elle est grièvement blessée mais désormais hors de danger. L'assaillant est mort suite à son interpellation. Gérald Darmanin se trouve toujours à la Chapelle-sur-Erdre. Le président de la République, lui-même actuellement en Afrique du Sud, a réagi à cette attaque. J'ai été en lien constant avec le ministre de l'Intérieur et avec mes équipes. Simplement une pensée pour la policière municipale qui a été victime d'une attaque ce matin, ainsi que pour tous ses collègues. Et je souhaite maintenant que ce qui permettra d'élucider les circonstances et de mieux protéger soit poursuivi. Emmanuel Macron, depuis l'Afrique du Sud, le parquet antiterroriste n'est pas saisi à ce stade. L'agresseur présumé était inscrit au fichier des personnes radicalisées, déjà condamné pour des affaires de drogue et connu pour des agressions sur les forces de l'ordre. Le syndicat Force ouvrière réclame une réponse pénale forte. On revient sur cette agression contre une policière de la Chapelle-sur-Erdre et sur l'enquête dans les journaux de 18h et 19h sur France Inter. C'est leur gestion clientéliste qui est sanctionnée, de la prison ferme pour les frères Guérini. Jugement du tribunal correctionnel de Marseille cet après-midi. 6 ans de prison pour Alexandre, entrepreneur dans la gestion des déchets, accusé de trucage de marchés publics, et 3 ans de prison, dont 18 mois ferme pour Jean-Noël Guérini. Le sénateur accusé d'avoir favorisé son frère, il est aussi inéligible pour 5 ans et doit payer une amende de 70 000 €. Bientôt, le vaccin anti-Covid pour les 12-15 ans. L'Agence européenne du médicament vient de donner sa réponse. C'est oui pour l'injection Pfizer, premier autorisé en Europe pour vacciner cette tranche d'âge. Et pour que la pandémie se termine, estime l'Organisation mondiale de la santé, il faut que 70% de la population soit vaccinée. Le rythme est toujours trop lent, estime l'OMS. L'organisation qui s'inquiète de la progression des variants, notamment le variant indien plus contagieux. La vaccination avance et l'épidémie recule en France. Conséquence, les collégiens vont pouvoir retrouver leur établissement en classe entière. Ça peut être dès lundi, disaient plusieurs ministres ce matin. Alexis Morel, il faudra sans doute un peu plus de temps. Ce retour à plein temps se fera progressivement, précise le ministre de l'Éducation. Pas forcément partout dès lundi, car cela peut prendre un peu de temps à se mettre en place pour réorganiser les cours ou la cantine qui va devoir accueillir à nouveau tout le monde. Le retour à 100%, c'était une demande croissante des familles et des chefs d'établissement, par peur du décrochage, mais aussi car la liste des 15 départements concernés ne voulait plus dire grand-chose avec la décrue de l'épidémie. Les Bouches-du-Rhône, par exemple, présentent aujourd'hui un taux d'incidence inférieur à 100. Au lycée, en revanche, pas de changement, toujours la demi-jauge, même si, selon les chiffres du ministère, le nombre d'élèves et de professeurs contaminés baisse. Pour les classes fermées, c'est stable, autour de 5000. Quant aux tests salivaires à l'école, on atteint enfin les 600 000 hebdomadaires promis par le gouvernement. Mais gros bémol, on parle de 600 000 tests proposés. En réalité, seule une grosse moitié d'entre eux ont été effectivement acceptés par les familles et donc réalisés. Le déconfinement pour les volailles aussi. Le risque lié à la grippe aviaire repasse au niveau négligeable. Les éleveurs peuvent à nouveau laisser les poules et autres volatiles courir en plein air. Le bilan de l'épidémie est lourd, 3,5 millions d'animaux abattus. Total n'arrêtera pas tout de suite de chercher du pétrole. Le PDG du pétrolier français le confirme aujourd'hui. Patrick Pouyanné s'exprimait devant l'Assemblée générale des actionnaires, notamment sur la stratégie climatique de l'entreprise. La direction de Total a obtenu aujourd'hui le soutien de ses actionnaires sur le sujet à près de 92%, alors que les ONG espéraient réunir 15% des voix pour réclamer des objectifs verts plus ambitieux. L'avion français Rafale, préféré pour la première fois dans un appel d'offres compétitif. L'appareil de Dassault s'impose auprès de la Croatie. Zagreb va acheter 12 avions de chasse Rafale d'occasion, montant du contrat 1 milliard d'euros environ. Sur les routes, maintenant, le retour de l'écotaxe en Alsace provoque la fureur du voisin lorrain. Le gouvernement vient d'autoriser par ordonnance cette taxation des poids lourds pour la région frontalière. Mohan Chibani, les Lorrains craignent maintenant un report des camions vers leur propre route déjà saturée.
Cette écotaxe n'est une surprise pour personne. Elle était annoncée dès la création de la collectivité européenne d'Alsace, mais l'ordonnance de son application prise quelques semaines seulement avant les élections en énerve plus d'un, à commencer par Eliane Romani, chef de file de la liste d'union des écologistes et de la gauche dans le Grand Est. Rien n'est fait pendant des années et là, plaf, juste au moment de la campagne électorale, je me demande bien si on n'est pas là pour aider telle ou telle candidate. Dans son viseur, Brigitte Linkert, candidate de la majorité présidentielle alsacienne, est favorable à l'écotaxe, mais elle défend une expérimentation de cette taxe sur l'ensemble de la région Grand Est, explique son directeur de campagne, Christophe Chauzereau. La position que l'on défend sur ce sujet-là, c'est oui à l'expérimentation sur le territoire alsacien, mais profitons de cette chance d'ouvrir cette expérimentation à l'ensemble du territoire alsacien et lorrain. Cette rivalité n'existerait pas si chaque ancienne région retrouvée de sa liberté, plaide pour sa part Laurent Jacobelli, candidat du Rassemblement national. Mais en attendant, il souhaite lui aussi que cette taxe s'applique sur l'ensemble de la grande région. Les Alsaciens y tiennent, donc il faut la mettre en place. Maintenant, il faut mettre en place le même système dans les 3 régions, mais sans jamais nuire aux transporteurs locaux. Aujourd'hui, plus de 10 000 poids lourds transitent chaque jour par l'A31 entre Toul et Thionville, ce qui en fait l'un des axes les plus surchargés de France. Et puis s'il n'y avait pas de conducteur à l'avant de votre train, selon nos collègues de France Bleu Nord, la SNCF a testé ce mois-ci un TER autonome dans le département du Nord. Une rame spéciale équipée de capteurs, caméras et radars. Objectif, des TER autonomes pour transporter les voyageurs d'ici 2027. La SNCF se défend bien sûr de vouloir supprimer le travail des conducteurs. Tous les vendredis à partir de 20h sur France Inter, Pas son genre, l'hebdo qui parle des femmes et des hommes, du genre et des normes. Julia Foyce. Ce sont des douleurs qui tous les mois te plaquent au sol, mais on te dit c'est dans ta tête, femme tu es, douleur tu connaîtras. Et si endométriose tu as, on mettra des années à pouvoir te soigner. La maladie vient d'intégrer les programmes de médecine et Nora Malagré vit avec depuis toujours. Unique en son genre, elle est notre invitée. Pas son genre. C'est ce soir sur France Inter, à partir de 20h. Et si vous cédiez enfin à la tentation ? Chez Roche-Beaubois, pendant les jours Tentation, cédez à vos nouvelles envies de confort et de design. En profitant de la disponibilité immédiate de nombreux meubles et canapés et de prix exceptionnels dans toutes les collections Roche-Beaubois. Les prix Tentation Roche-Beaubois, c'est jusqu'au 14 juin sur modèle signalé. Liste des magasins ouverts ce dimanche sur rochebeaubois.com. France Inter aime The Phaser, un film de Florian Zeller avec Anthony Hopkins et Olivia Colman. It's me. Anne, where's Anne? Where is she? I'm here. The Phaser est un homme en proie aux caprices de sa mémoire que sa fille tente d'accompagner dans un labyrinthe de questions. Who are you exactly? Dad. Who exactly am I? The Phaser de Florian Zeller avec Anthony Hopkins, Oscar du meilleur acteur, actuellement au cinéma, un film France Inter. À 17h08 sur France Inter, youpi, c'est l'heure de la récré avec Par Jupiter. Bonjour Charline Vanhoenacker, bonjour à tous. Marion Lourd. La récréation. Qu'est-ce qu'elle dit celle-là? Vous êtes en demi-jauge ou en jauge complète? Mais on est en surjauge. Merci Marion Lourd pour les informations. Mais de rien. « 9h dans le bureau de Par Jupiter. Salut Charline. Oh, mon preux chevalier de retour. Alex, si tu savais, on a eu un tel succès avec ce Juppie médiéval J'ai hier. écouté, c'était super et ça m'a donné plein d'idées. Oh, super, oui. Alors quoi, une spéciale antiquité? Non. Une spéciale viking? Non, plus récent. Attends, une spéciale année folle. Presque. Oh, et on pourra se déguiser, hein, rassure-moi. Bien sûr, on va se déguiser. Génial, vas-y, dis-moi, Alors, vas-y. tu sais qu'il y a une édition française de Mein Kampf qui ressort? Oui. Oui. Ah, ça j'ai un petit peu peur de ce que tu vas proposer. On invite l'auteur, hein, comme on l'avait fait avec Johnny. Et là, on le défonce, quoi, tu vois. Une spéciale occupation? C'est ça. Oh là là. Par Jupiter, hein. C'est du génie, non? Mais Alex, non, on peut pas faire ça, non. Non, mais c'est une période qui est souvent méprisée, alors que bon... Mais quoi? Bon quoi? Ah bah, tu vois, ça fait déjà débat. Et on va se marrer, vraiment. Oui, d'accord, enfin, tu sais bien, il y a des sujets avec lesquels on ne rit pas. Non, hein, mais oui, mais en France, en ce moment, il y a un peu de sympathie aussi pour cette époque. Oui, et... mais enfin, tout de même, c'est délicat. Guillaume, il irait interviewer des gens en uniforme de la Wehrmacht. Non, si. ça non, Et ça non. La voix off, j'ai déjà fait des essais. Das Journal von presque 17:17 Uhr. Mais ça va pas, mais c'est indigent. Entschuldigung. Et arrête de parler
calme-toi, c'est non et puis c'est tout. Franchement, alors, si des proches t'entendaient... D'accord. Oui. Voilà. Si des proches a validé, allons présenter le projet à la direction alors. C'est vrai oui. Je pense qu'on tient un truc, vraiment. Non, Alex, on ne va pas faire ça. Rien que l'idée, ça c'est un coup à se faire virer déjà. Je suis déçu. On prend jamais mes idées. Oui, heureusement. Hein. Allez, au boulot. Non, je suis plus motivé. Arbeit! Jawohl, Frau Charline. Bonjour la France Inter, bienvenue dans votre séance quotidienne de yoga du rire. Et voici la devise du jour. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui, sinon tu oublies d'écrire une devise. Bonjour Hippolyte Girardot. Mais bonjour Charlie. Vous êtes notre homme de lettres aujourd'hui. Vous vous êtes replongé dans un roman de l'auteur grec Nikos Kokantsis. Le livre s'intitule Gioconda. C'est l'histoire d'un amour absolu entre une jeune fille juive et un adolescent jusqu'à la déportation. Bref, l'amour plus fort que la mort. L'amour? Oui, l'amour, évidemment. Salut Christine Gonzalez. Salut Charline, salut tout le monde. Vous êtes toujours bloquée en Suisse, donc en duplex avec nous depuis les studios de la RTS où vous entrez en contact avec ceux partis trop tôt. Et là, on célèbre aujourd'hui les 50 ans de la mort de Jean Vilar, le fondateur du Festival d'Avignon. Alors pour fêter ça, il a décidé de fonder un nouveau festival, mais dans l'au-delà, et il semble assez confiant. Je crois que chaque fois qu'on propose quelque chose qui est vraiment une aventure à des comédiens, je dis à des comédiens, eh bien, il marche. Thomas Croisière, bonjour. Konnichiwa, Charline. Vous avez emmené Alfred et Gaston au cinéma pour voir le film qui explose tous les compteurs dans le monde, me dites-vous. Demon Slayer, film d'animation japonais. Absolument. Voilà, qu'il est conseillé donc de voir sur grand écran. Oh là là, rien que pour la directrice de la salle, Madame Vicentin, qui est une personne délicieuse. Quel bonheur, quel accueil. En plus, elle a tout redécoré, style art déco. Rien que pour la salle, il faut y aller. Rien que pour la salle. Oui, que pour la salle, oui. Bonjour Alex Vizorek. Bonjour Charline Vanhoenacker. Je vous donne la suite du programme. Il est rarement là le vendredi. À mon avis, c'est parce qu'il était collé, sans doute, par le professeur d'éducation physique. C'est Émeric Lompré. Bonjour. Bonjour. De quoi on va parler? Des 50 ans de la mort de Jean Vilar. Quelle émission bien produite. Il y aura évidemment la chronique de celle dont je n'ai plus le droit de critiquer les choix musicaux et j'imagine qu'elle va en profiter à fond. C'est Mélanie Bauer. Oui, en effet, aujourd'hui c'est du rock underground et ça s'appelle Mixed House. Si même vous n'arrivez pas à dire underground, alors je ne sais plus à quel sein me vouer. Et on terminera la semaine par celui qui remontera sur scène dès demain. Profitez donc du soleil aujourd'hui, c'est Frédéric Fromet. Ajoutez à cela un journal très entêté, des exercices pleins de gaieté, un dessin pour sous-traiter et vous obtenez une émission qui se dirige tout droit vers l'été. Oh là là, vous m'avez tout l'air d'un Beach Boy. Oui. France Inter. Charline Vanhoenacker. Alex Vizorek. Par Jupiter. On commence par notre fameuse séquence « Vous nous écoutez », mais vous nous écrivez aussi. Et je vous lis. Bruno avait beaucoup apprécié la spéciale Johnny Hallyday préparée avec vous, Christine Gonzalez. Oui. Et il dit « Christine Gonzalez a développé une façon merveilleuse et tellement vivante de faire parler les disparus. J'aimerais tellement qu'elle puisse le faire de même avec ma mère, mais je suis pas très sûre qu'elle ait donné d'interview à la RTS ou à France Inter. Bruno, nous enquêtons. Angela nous écrit aussi, elle nous écrit « Ce simple mot, dit-elle, pour remercier Frédéric Fromet d'exister. Intelligence, finesse, talent, travail, justesse et humour. Un régal pour mon esprit, un câlin pour mon cœur et un élan de rire incontrôlable pour mon ventre et mes joues. » Angela donc. Elisabeth Elisabeth Fromet, je vous ai reconnue. Elisabeth étant la maman de Frédéric. Elisabeth, on se connaît, la prochaine fois, appelez-moi directement. C'est le plus simple, on gagne du temps. Et enfin, Elliot a eu un élan de nostalgie. Il nous dit qu'il a réécouté la toute première émission, qui date du 25 août 2014. Et il écrit « Oh, la belle époque, Manoukian faisait sa toute première chronique, celle qu'il répète depuis. Meurice était en direct de Pôle emploi, il aidait Valls à embaucher, car oui, à l'époque, Valls avait un job. Dupont-Mono, quota de droite, critiquait les 35 heures en faisant l'éloge d'un livre super.
que l'on ne lira hélas jamais. Et il dit tout ça joliment bercé par la voix mélancolique de Norah Jones, Don't Know Why. Don't Know Why, le monde presque innocent d'alors a tant changé depuis, mais Don't Know Why, vous n'avez pas pris une ride. Primo, la radio, ça conserve. Dieuxio, le rire, ça conserve. Donc, était-ce mieux avant, nous dit-il? Bah oui. Clairement, il n'y avait ni attentat, ni pandémie, ni Trump. Et surtout, il n'y avait pas les brèves. Et ça, je vous assure qu'Eliott l'a écrit. Il a vraiment écrit ça, Charlie. Je vous assure. Jusque-là, c'était bien. Ouais, voilà. Eliott l'a vraiment écrit. Alors, le message ne dit pas s'il regrette l'arrivée d'Aymeric Lompré dans l'équipe. Eliott, n'hésitez pas à nous écrire à nouveau après cette chronique, car le voici, Aymeric Lompré. Bonjour à tous, vous allez bien? Ouais. J'ai rien entendu. Ouais. Koulos. Et vous savez quoi? Je vais voter Macron en 2022. Non. Bah voilà. Peut-être même en 2027. Peut-être même aussi en 2032. Enfin, de toute façon, dès qu'il va se présenter, je vais voter pour lui. À l'Eurovision, je vote Emmanuel Macron. Meilleur pâtissier de France, Emmanuel Macron. Même s'il se présente pour Miss PACA, je vote pour Emmanuel Macron. Après, je l'emmène dans ma chambre. Après, j'éteins la lumière. Après, je vais au marché. J'achète des courgettes. Et non, il m'excite tellement, Emmanuel Macron. Je l'aime. Avant, je pensais que c'était un trou de balle. Mais c'est parce que je m'étais pas encore abonné à la chaîne YouTube de McFly et Carlito. Oh là là, mais comment j'ai pu passer à côté de ces deux loulous? C'est des génies. Bon, déjà, les vidéos, c'est drôle, il y a du gag. Il y a même un moment, ils ont fait une vidéo où ils appellent des gens au hasard. Oh, c'est génial. Si j'avais une caméra il y a 60 ans, j'aurais été le premier à le faire, celle-là. Oh, quand j'étais à mon ordinateur, je me suis dit, plus jamais je dis du mal des chroniques de Meurice. Puis en plus, il y a des invités prestigieux. Emmanuel Macron. Putain, alors pour rappel, pour ceux qui voient pas c'est qui, c'est le président de la République. Je préfère préciser, c'est pas très flagrant sur la vidéo, mais Emmanuel Macron, waouh. Nous, on est sur le service public. C'est qui l'invité le plus prestigieux qu'on ait eu? C'est Julien Clerc. Voilà. Donc, cette semaine, j'ai regardé les invités. Dans l'émission, c'était Michel Zinc et Sophie-Marie Larouille. Tu sais, on dirait qu'on invite nos potes du collège, quoi. Lundi, on reçoit Cédric Carsao de la 6e B. Et mardi, Michel Biendedans, l'inventeur de la pantoufle. Non, mais les gens, ils ont critiqué la vidéo de McFly et Carlito, mais c'est parce qu'ils sont jaloux. Tu sais, ils disent Emmanuel Macron, fallait pas l'inviter. Il a cassé le code du travail, il a bousillé l'assurance chômage, il a flingué l'hôpital public, il va foutre en l'air les retraites, il a éborgné les gens, il a géré la pandémie avec ses pieds, il a supprimé l'ISF, il a fait passer des lois liberticides, il a fait le pire mandat depuis longtemps pour les pauvres et la classe moyenne, il a vendu des armes à l'Arabie Saoudite. Ouais, mais il est cool, Manu. Putain, on dirait un moniteur de ski en début de saison, on dit trop. Réveillez-vous, les gens, réveillez-vous. Vous préférez un président compétent ou un président super sympa? Un président super sympa, évidemment. Un président, c'est comme un ami. Tu vois, moi, je préfère aller boire un coup avec Charline qu'avec Nagui. Bon, Macron, il est génial. Il a même appelé Kylian Mbappé. Et Kylian, il a décroché tout de suite. Vraiment un coup de chance. Tout était très spontané, rien n'était préparé. C'est pas de la promo, je vous le dis. C'est juste un bon moment entre amis, voilà, avec 13 cadreurs autour. Mais les gens, ils sont médisants. Ils disent, ouais, McFly et Carlito, c'est des grosses putaclics qui baissent leur froc pour des vues YouTube. Ouais, mais alors quoi, j'ai envie de vous dire? On n'a plus le droit d'inviter des gens de droite? C'est ça? Comment ils vont faire de Morand et Salamé, hein? Ils vont discuter autour d'un café tous les deux pendant 2 heures? Alors Léa, t'as passé une bonne nuit? Oui, Nicolas, et toi? Oui. T'as vu la météo pour un mois de mai? Oui, heureusement qu'il n'y avait pas Roland Garros. Chut, on est à l'antenne. Et alors? On dit, faut pas dire qu'on est allé à Roland Garros, les gens ils croient qu'on est de gauche. Oui, zut. Tout de suite, le journal de Laetitia Gaillet. Non mais moi je voudrais dire aux gens, arrêtez d'être aigris. Arrêtez de dire que c'est une opération de com à récupérer les voix des jeunes en décrochage scolaire. C'est pas parce que dans les commentaires, les gens disent super vidéo Macron était sympa pour le type lequel que je serais président, que j'avais le droit de vote, que j'aurais voté pour lui, que c'était le but de la vidéo. Non mais sérieusement, rendez-vous compte comment on est cool. On est quand même le seul pays où pendant une pandémie qui a fait plus de 100 000 morts rien qu'en France, le président de la République trouve le temps de faire un concours d'anecdotes sur YouTube. C'est génial. Tu sais, ça doit réchauffer le cœur des familles des victimes. Vive la France, vive l'humour et vive McFly et Carlito. Merci Aymeric Lompré. Et comme vous êtes dans une forme mais olympique, oui. Je signale à nos auditeurs que ça y est, vous êtes tous les mercredis à 19h30 à l'Européen à Paris. Oui. Attention, à partir du 23 juin. C'est ça. Et ce jusqu'au 28 juillet. Oui, il reste des places. Voilà. À l'Européen, Aymeric Lompré. Et sur France Inter avec nous dans Par Jupiter, les amis.
be somebody that just loves to learn, and another child grows up to be somebody you just love to burn. Mom loves the both of them. You see, it's in the blood. Both kids are good and bomb. Blood's thicker than the mud. It's a family affair. It's a family affair. Still checking each other out. Hey, nobody wants to blow. Nobody wants to be left out. You can't leave cause your heart is there. But you can't stay cause you've been somewhere else. You can't cry cause you look broke down. But you're crying anyway cause you're all broke down. It's a family affair. It's a family affair. Oh, yeah, a family affair. Family Affair, c'était Sly and the Family Stone sur France Inter. Alex Vizorek, oui. Voici la séquence qui pourrait s'intituler Dansons sur un volcan, car voici le journal. Je veux aussi être clair, je ne rendrai pas la vaccination obligatoire. Nous savons tous que c'est un homme de parole. Le journal de presque 17h17. Aucune porte n'est fermée. Nous avons rendu obligatoire plusieurs vaccins. Oh, je suis déçu. On ne peut pas tromper une personne libre. Et on commence par les titres. Et oui, à propos de la vaccination obligatoire, justement, Emmanuel Macron a fait évoluer légèrement son discours. Pour lui, aujourd'hui, aucune porte n'est fermée. Oui, la dernière fois, c'est Macron qui a fait la démarche d'appeler Jean-Marie Bigard. Je pense que cette fois, ça risque d'être l'inverse. En Syrie, le président Bachar al-Assad a été réélu avec 95,1% des voix. Félicitations à Bachar al-Assad et toutes nos condoléances aux familles des 4,9 autres pourcents. Ouais, même si 4,9%, c'est pas énorme. Bon, c'est le pourcentage de Français qui ont voté pour Nicolas Dupont-Aignan. Oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup, vraiment. Et des brèves ? Oui, selon le même institut de sondage syrien, 95,1% des auditeurs réclament des brèves. Et ouais, c'est vrai. Les 4,9 autres sont sourds. Allez, on y va. On commence par les voyages du président. Oui, car hier au Rwanda, Emmanuel Macron a reconnu les responsabilités de la France dans le génocide des Tutsis. Oui, il a surtout reconnu que la France était juste coupable d'avoir gardé le silence. Et vous savez ce qu'on dit, le silence est d'or, évidemment. Et alors ? Quand il s'agit de l'Afrique, on a l'habitude que la France cherche à garder l'or, évidemment. Politique encore, ce matin sur France Info, Gabriel Attal était invité à s'exprimer sur les retraites. Il a déclaré « La réforme reste sur la table, mais n'est pas en haut de la pile. » Après, pas non plus tout en bas de la pile, parce qu'en dessous, il y a quand même les SDF à sortir de la rue, l'égalité homme-femme, l'interdiction des perturbateurs endocriniens, la réforme de la fiscalité. Oui, on voit l'idée, Alex. Voilà. Vous voyez l'idée. On enchaîne alors. Oui. Football, Zinedine Zidane a annoncé qu'il quittait son poste d'entraîneur du Real Madrid. Zidane va quitter l'Espagne en ayant tout gagné. C'est l'anti-Manuel Valls, évidemment. Oui. Manuel Valls, justement, qui continue de faire parler de lui en Catalogne. Et oui, un humoriste catalan a fait un clip parodique où il était déguisé en Manuel Valls. L'occasion de constater qu'il est aussi aimé là-bas que chez nous. Moi, je m'appelle Manuel Valls. Je retourne à Paris. Le pouvoir me manque, ça fait trop longtemps. Je ferai tout ce qu'on me dit.
président, s'il faut, ou même casse-gitan. Je pourrais fonder un parti. De gauche ou de droite. Je vous laisse le choix. Peu importe, tant qu'on me paye tous les mois. Le reste, vous comprenez. Je retourne en France. Et on continue. Musique encore. Le clip est très très marrant, je vous le conseille, sur les meilleurs internets. Oh, merci Alex. Alors, continue en musique, ouais. Oui, une nouvelle enquête est ouverte en lien avec l'Eurovision, justement. La délégation maltaise est soupçonnée d'avoir payé pour faire grimper la cote de sa candidate chez les bookmakers. Consommation de drogue, paris truqué. À ce rythme-là, l'an prochain, c'est Bernard de la Villardière qui va présenter l'Eurovision. Allez, passons à la Belgique. Oui, à Liège, la police a été interpellée parce que quelqu'un a téléphoné en disant qu'il y a un déséquilibré qui traîne sur le parking du Forum, l'équivalent de Pôle emploi. Oui, il s'agissait d'un étudiant en art dramatique qui répétait. Il a tout compris. Quand tu es étudiant en art dramatique, tu finis effectivement généralement sur le parking du Pôle emploi. Et des brèves. Territoire de Belfort. Un policier accusé d'avoir dessiné une croix gammée géante sur le toit de la maison d'un de ses proches. L'homme suspecté plaide le hasard. Même Yann Moix avait trouvé une meilleure excuse à l'époque. Et la dernière, si on en croit Instagram, la dernière tendance serait le perineum sunning ou carrément le butthole sunning, littéralement le bronzage du périnée ou de l'anus. Ouais, du périnée, ça ne veut rien dire. Ou de l'anus. Donc ne faites pas ça chez vous et surtout si vous voulez voir des trous de cul bronzés, regardez les Marseillais sur W9. Merci Alex. Comme ça, Charlie, petite raffinée pour terminer la semaine. Évidemment, et qui m'offre une transition vraiment idéale, absolument idéale pour ce qui va suivre, non seulement sur le support, car il s'agit d'un livre, et notamment sur le propos, vous allez l'entendre. Et ça, vraiment, ça m'aide toujours énormément, Alex. N'hésitez pas. La passe décisive. Oui, voilà. Et donc, un grand acteur interprète de grands textes, mais qu'en est-il quand il lit, tout simplement, pour le plaisir? Et que lit-il? Quels sont les classiques d'Hippolyte Girardot? Aujourd'hui, Hippolyte, vous nous proposez de découvrir Gioconda, d'un auteur grec assez méconnu, tout à fait, qui s'appelle Nikos Kokantsis. Bravo, Charline. Ceci est une histoire vraie. Le livre qui commence comme ça parle de cet âge où on ne sait pas ce qu'il faut dire ou pas, être ou pas, qui aimer ou pas. Cet âge où notre corps n'en fait qu'à sa tête, et c'est assez marrant de dire qu'à sa tête pour le corps, et où on découvre ce que c'est de tomber amoureux. Et on sait que c'est pire que tout. Ceci est une histoire vraie. Le narrateur est grec, vit à Salonique et a pour voisin une famille haute en couleur, dont une jeune fille, qui est sa meilleure amie depuis l'enfance. C'est elle, Gioconda. Et puis un jour, il a 13 ans, elle 12, et ils s'embrassent. C'est la première fois, et c'est de la dynamite. Et il découvre ce que ça fait, un baiser. Je le cite. Elle était à moi, j'étais son amant, nous étions mariés. Nous n'étions pas mariés, nous étions vieux, nous avions des petits-enfants. Nous voguions dans des yachts blancs. Nous volions au ras des flots dans notre avion. J'étais à la guerre, on m'avait décoré, j'étais revenu en permission. Et elle m'attendait. J'étais un espion parachuté en Allemagne pour une mission dangereuse. J'étais sur le point de terminer la guerre à moi seul. Il n'y avait pas de guerre. Nous traversions le désert à dos de chameau, sous un soleil insoutenable. Nous descendions le Nil blanc parmi les odeurs du soir. Nous découvrions Samarcande, Kaboul, Bénarès. Oui, Samarcande, Kaboul, Bénarès, bien sûr. Mais vous saviez pas ? Un baiser, ça peut faire ça. Et plus encore. Et heureusement. Ce livre, aussi bouleversant que ce baiser, chronique l'histoire de ces deux adolescents qui s'aiment pendant la guerre en Grèce sous l'occupation allemande. Mais les adolescents, même pendant la guerre, ils doivent s'aimer. C'est leur droit, leur privilège peut-être. Parce que sinon, quand ils vont le faire ? L'auteur Nikos Kokantsis nous place au cœur de leur relation, puisque c'est la sienne, réussit à nous mettre en apnée quand il dit la première fois où leurs corps jouissent. J'ai résumé un peu, j'ai coupé, mais voilà ce qu'il dit à la fin. Elle replia les jambes et y enferma ma tête, la serrant, la collant plus encore à elle, et son ventre se durcit. Un son grave sortit de sa gorge et elle fut prise de soubresaut, comme un poisson hors de l'eau. Cette première fois, quand on la lit, ça coupe le souffle. On est en apnée. Comme eux, on brûle de plaisir dans la moiteur de cet après-midi, dans la ville de Salonique. On est au centre de l'amour, au centre du noyau bouillant de l'adolescence.
au cœur du réacteur sexuel. On aime les voir s'aimer, on est amoureux de leur amour. La sensualité de ce texte est indécente, troublante, fracassante, comme une caresse qui ferait délicieusement mal, mais dont on ne voudrait pas qu'elle s'arrête, car ceci est une histoire vraie. On est à Salonique en 1942, la famille de Gioconda est juive. Nikos assiste à leur arrestation, et c'est terrible comment il raconte. Pas de cris, pas de hurlements, mais des Allemands qui portent leurs valises, saluent poliment les voisins, appliquent la procédure. La famille de Gioconda monte dans le bus. Gioconda lance un dernier regard à son amoureux et ils partent pour Auschwitz, où leurs corps qui s'aiment, leurs corps qui vivent, partiront en fumée dans le ciel noirci des nazis. Nikos, 45 ans après, décide de raconter son histoire avec Gioconda. Peut-être la faire vivre à nouveau avec ses mots, et écrit ce livre dont vous connaissez la première phrase. Voici les dernières. Gioconda n'est plus qu'un rêve. Quelque part, en Allemagne de l'Est, des parcelles de ce qu'elle fut subsistent peut-être dans l'écorce d'un arbre, dans une motte de terre. Les vents qui ont soufflé toutes ces années l'ont peut-être ramenée en Grèce, et je l'ai respirée, qui sait, sans le savoir, en une dernière union amoureuse. Les grands yeux gris, les lèvres douces, la peau si lisse, la voix rauque, le rire, le chagrin, l'amour, tout ce qu'elle était. Voilà, je vous rappelle les références, comme dit Clara. Allez-y. Donc, c'est un livre de Nikos Kokantsis, Gioconda, et ça coûte 8,90 €. Oh non, mais c'est vraiment... Quelle est la maison d'édition? Oui, j'allais le dire, c'est les éditions de l'Aube. Ils ne sont pas très connus. Et c'est un livre merveilleux. Voilà, ceux qui le connaissent, ils n'en parlent pas, mais c'est un... Voilà. Mais je trouvais ça bien de vous le dire. Ah bah là, je pense qu'il y a quelques paires d'oreilles qui l'ont entendu, Hippolyte. Et vous aimez tellement passionnément ce livre qu'on l'a senti pendant votre chronique. Ouais, non, c'est un grand livre et tout petit, c'est-à-dire que c'est 90 pages, quoi. On s'en souvient toute sa vie. Oh là là. Oh, Hippolyte, merci beaucoup. Vous nous avez donné très envie. Vous comprenez mieux mon embarras avec la transition, Alex. On est bien d'accord. Une petite brève maintenant pour ambiancer. Vous voyez, c'est aussi ça le plaisir de la vie. Mais bien sûr, très émouvant. Hippolyte Girardon, on peut repodcaster cette magnifique chronique, bien sûr. Alors qu'elle ambitionne de faire entrer Alex dans la playlist France Inter, celle qui suit, là vous pouvez plus vous moquer, Alex. Oui, suite au remix, mon père m'a annoncé qu'il me déshéritait au profit de Mélanie Bauer. Donc voilà où nous en sommes. Donc très riche. Quoi ça dépend, il reste un peu de temps à vivre. Du rock'n'roll. Quelles sont vos influences? C'est la question des journalistes débutants, musiciens en interview, un truc tellement bateau qu'ils flottent comme un étron sur la profession. En général, les artistes grincent des réponses tout aussi banales que la question et ça ne sert à rien de plus que de brasser du vent. En revanche, que penser d'un disque dont on reconnaît toutes les influences sans poser la question? On se dit qu'on se sent bien dans ses chansons, en famille, que l'artiste pour sûr, il a la même discothèque que nous. Et bien c'est ce qui se passe avec Mick Strauss, l'album Sudden Wave qui sort le 18 juin. Every soul casts a shadow, every heart beats its pulse. Every clock clicks the tempo, every heart sings to the dance. Alors si on est familier du son de Mick Strauss, il nous est inconnu. Encore plus fort, il n'existe pas, il est imaginaire. Mick Strauss est né d'un rêve d'Arthur Gillette, le guitariste de Moriarty. Vous vous souvenez de Moriarty, le groupe de Rosemary Stanley? Le chanteur fantasmé d'Arthur est américain. Il a sûrement débuté sa carrière avec Lou Reed, le Velvet à la Factory. Et puis, il est resté underground. Il a épousé la New Wave et le post-rock début des années 80, tout en lisant des livres de science-fiction dans le sud des États-Unis. C'est d'ailleurs là-bas qu'Arthur enregistre ses chansons en Louisiane, le son du diable au carrefour des routes du Mississippi. Comme vous avez mauvais esprit, vous allez me dire ça n'invente rien, c'est tellement référencé un disque comme ça que ça ne sert à rien.
Eh bien, je ne suis pas d'accord. Déjà, parce que c'est sacrément difficile à faire des titres comme ça. Beaucoup sont ridiculisés à vouloir se mesurer au plus grand. Et puis, c'est passionnant, ce travail de reconstitution. C'est comme une grande saga historique au cinéma. C'est d'ailleurs pas pour rien qu'Arthur choisit la science-fiction pour écrire ses textes. On est dans un monde parallèle où le rock ne serait pas mort, où les extraterrestres seraient des cousins de David Bowie. You're an alien libertine. You're really living the dream. My alien libertine. You're really living the dream. Behind the starship's blinds. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi ça m'arrive souvent quand je m'endors après avoir regardé un film. L'histoire reste imprimée dans mon inconscient et je la revis en rêve. Souvent j'en deviens d'ailleurs l'héroïne. Mick Strauss, c'est un peu ça. Le rêve d'Arthur Gillette qui poursuit en rêve l'œuvre du Velvet. C'est sincère, étrange et ça fait du bien, un nouveau disque de rock, du vrai rock comme au siècle dernier, quand ça voulait encore dire quelque chose le rock. Mick Strauss, Pick My Poison. Yeah. I don't remember anything. If this is the end, where does it start? Somebody kick me with your poisonous sting and shoot me with your arrow dart. Go on, cut this fence. I will untie this knot. It all makes perfect sense to know for what you fought. Come on. My friends, my arrows, my shadows, walk with me, voices and undisputed choices. Come on, talk to me. The sky is noise. It's strange, people are looking up. I'm walking, I can't stop. Girls dancing with naked soldier boys. I remember everything. If this is a start, what does it all end? I'm running, I can't stop. I'm running, I'm running, I'm running, I'm running, I'm running, I'm running, I'm motherfucking running, I'm running, I'm running, I'm running, I'm running, I'm running, I'm running, no direction, I'm running, I'm running, where am I My friends, my echoes, my shadows, walk with me, voices and undisputed choices. Come on, talk to me. I pick my poison, and I'm just going on. And I pick my poison anyhow, anyway, any day. Just traveling. Mick Strauss, il y a un clip qui est sorti aujourd'hui, mais l'album Southern Wave, ça sort le 18 juin. C'est super, Mélanie Bauer. Mais oui, ça on fait du bien adore. du rock. Hein. Mais merci beaucoup Mélanie. Alex Vizorek, qui est là aujourd'hui en Eh ce bien, vendredi? On a déjà entendu Mélanie Bauer, Émeric Lomprey, Hippolyte Girardot. Il nous reste encore Frédéric Fromet et Thomas Croisière. Mais avant ça, on retrouve Christine Gonzalez qui va quitter le studio de la RTS quelques instants, le temps de retrouver Jean Vilar qui nous a quittés il y a pile 50 ans, le 28 mai 71. Apparemment, Christine, Jean Vilar, le fondateur du Festival d'Avignon, où je jouerai d'ailleurs du 7 au 31 juillet, a quelque chose à vous demander. Eh bien oui, il m'a demandé un petit rendez-vous. Selon les rumeurs de l'au-delà, Jean Vilar aurait un nouveau projet.
Un festival. Un nouveau festival d'Avignon. Un festival off. Jean Villard, tout va bien? Oui, voyons, bien sûr. C'est vrai, cette histoire de off-off? Oui. Vous voulez faire quoi exactement? Faire quelque chose de beau et qui soit à la fois un divertissement et une leçon. Mais plus concrètement? 3 pièces inédites et à jouer au moins sur 7 soirs. Quoi comme pièce, par exemple? La pièce de Sartre. La pièce qu'il a écrite dans l'au-delà. Oui. Mais vous savez que... C'est un tout autre style. Ah bah plus que ça, il paraît que c'est du genre stand-up. C'est vraiment ce que vous voulez. Oh oui, bien sûr, sans aucune hésitation. Et comment vous allez le convaincre, sachant qu'il envoie bouler quiconque lui en parle? Alors tout de même, ça dépasse mes moyens, mes connaissances et compétences. Ouais, je vous vois venir. Vous voulez que je lui en parle, c'est ça? C'est ça. Oubliez, il va jamais accepter. Mais quand savons-nous? D'accord, bah je vais essayer. Jean-Paul Sartre. Oui. Je viens de la part de Jean Villard qui fête aujourd'hui les 50 ans de sa mort et il veut relancer un festival d'Avignon hyper off dans l'au-delà. C'est absurde. Non, ça pourrait être bien et puis ce serait l'occasion, je sais pas, de, par exemple, redécouvrir des textes inédits. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Jean-Paul, tout le monde le sait ici que vous avez un one-man show dans votre tiroir et ça serait formidable de le faire exister. Non, ça ne peut pas exister. Pour l'instant, ça n'existe pas. Mais vous seriez sur toutes les affiches en Avignon. Je n'ai pas demandé à l'être. Mais ça vous tenterait pas de faire plaisir aux gens? Franchement, non, vraiment pas. C'est incroyable ce que vous êtes égoïste. Certainement pas. Mais j'y crois pas, il m'a claqué la... L'existentialisme, un humanisme. Mon œil. Ouais, l'enfer c'est pas les autres, c'est vous. Bon, c'est quoi le plan B? Une pièce de Genet. Jean Genet? C'est ça. Ah ouh là là, non, je crois qu'il est en plein burn-out avec la Covid et tout. Il paraît que ça lui a tapé sur le moral. Oh. Je suis pas sûre qu'on ait la moindre chance de le convaincre. Hein. Oui, je pense. D'accord, bah, je vais essayer. Jean Genet, bonjour, vous allez bien? Au contraire, je m'éloigne encore des hommes. Ah oui, vous déprimez bien là. Je suis seul au monde. Mais non, faut pas dire ça, Jean. L'atmosphère serait si lourde. Écoutez. Que les fougères sont rampantes. Écoutez, je viens avec un projet qui va vous mettre de bonne humeur. Parmi d'effroyables reptiles, Jean. Je poursuis une mort éternelle. Non, je laisse tomber. Misérable, dans tes ténèbres, où l'eau des marécages épaisse et froide. Je laisse tomber. C'est bon, laisse tomber. Jean Villard, vous avez bien entendu Jean Genet, là, il est au bout du scotch. Donc pour votre nouveau festival, faudrait des gens marrants. Louis de Funès, Jean Gabin... Non, pas du tout. Ne parlons pas de Gabin et de Funès, mais parlons de Gérard. Quel Gérard? Gérard Philippe. Ah oui, très bien, excellent comédien. Je veux bien essayer, mais vous savez que plus les gens sont morts il y a longtemps, plus c'est compliqué de les joindre. Ouais, j'ai compris, je vais essayer. Gérard Philippe, vous êtes là? Oui. Oula, je vous entends très très loin. Vous êtes dans une cave? La question est pertinente. Bon alors je vais droit au but. On vous propose avec Jean Villard de rejouer. Madame, je veux jouer un rôle, c'est toute ma vie. Ah. Et c'est Phèdre. Alors non, vous n'allez pas jouer dans Phèdre. Jean Villard veut quelque chose de plus divertissant et contemporain pour son off-off. Mais seulement, je ne sais pas si je pourrais... Mais je trouve où, moi, quelqu'un qui veut participer à ce festival mort-pané? Madame, tu sauras tout trouver dans ton cœur. Ça va pas le faire, Jean Villard. Oh. Non, c'est compliqué. Oh. Je suis désolée. Tout le monde est rouillé. Faut remettre ça l'année prochaine. Non, alors, non, mais on organisera ça bien. On pourra appeler ça Avignon au-delà d'un festival. Oui, bien sûr, mais je crains que ce ne soit qu'un mirage. Faut être optimiste, d'accord? Et certainement, je dois l'être. Voilà. Et puis, vous savez, un festival, ça se décide plus comme ça, pif-paf, comme en 47, hein. Oui. Et puis, c'est une période compliquée qu'on est en train de vivre. Période extrêmement difficile pour tout le monde, certes. Puis, vous savez, on a encore un couvre-feu. Couvre-feu à, disons, 8h, 9h. 9h, ouais. Bref, en tout cas, moi, ce que je vous conseille, c'est cet été, vous allez en Avignon, profitez, comme tout le monde. Vous allez vous promener discretos dans le in, dans le off. Ça vous rappellera des bons souvenirs. J'ai pris le train pour Avignon. Parfait. Bon, allez, c'est fini la déprime? Oui, voyons, bien sûr. Ah, c'est bien, mon Jean. Ah, mais je suis fière de vous. Ah, c'est la bonne attitude. Christine Gonzalez, merci. Avec dans les studios de la RTS aussi à la technique Frédéric Collère, qu'on salue et qu'on embrasse. Christine Gonzalez, c'est à quelle heure le couvre-feu en Suisse en ce moment? Il n'y en a pas.
Oh là là. Il n'y en a jamais eu. Oh, c'est pas vrai. Non, il n'y a jamais eu de couvre-feu. Ah, d'accord. Alors, bon, de toute façon, c'est pas comme s'il se passait grand-chose au-delà de 23h. D'accord. Et c'est pas moi qui l'ai dit cette fois-ci. Merci, Christine Gonzalez. Restez avec nous surtout. Alex, on va passer aux exercices. Et oui, depuis ce matin, les fans de la série Friends, enfin c'était même hier matin, ont pu découvrir l'épisode Retrouvailles 17 ans après. Les squatteurs du Central Perk ont remis le bleu de chauffe pour un épisode spécial. Mais c'était donc il y a 17 ans, le monde a changé. Parmi les infos suivantes sur 2004, lesquelles sont vraies. En 2004, Gabriel Attal n'était pas encore né. En 2004, Jean-Marie Bigard remplissait le Stade de France pour son one-man show. Pour les plus jeunes d'entre nous, un one-man show, c'est un type sur scène, voilà, et puis des gens qui payent pour regarder des blagues. C'est réponse C. En 2004, Charline Vanhoenacker était journaliste très sérieuse de presse écrite. Alors, quoi était pour les plus jeunes qui nous écoutent, la presse écrite, c'est comme Twitter, mais en plus long sur du papier. Et D. En 2004, c'était un homme dont les parents sont originaires d'Algérie qui était la personnalité préférée des Français. Petit indice, ce n'est pas Éric Zemmour. Alors, mon exercice. Nadine Morano a déclaré qu'elle ne souhaite pas être ministre de Marine Le Pen à ce stade. Tout est dans ce... À ce stade. Et oui. Alors, aide-nous à trouver le sens de cette locution. Petit A. À ce stade signifie... tant que je n'ai pas terminé mon pastis. Petit B, à ce stade signifie tant que le Rassemblement national sera un parti de gauche. Petit C, à ce stade signifie pour l'instant, j'ai déjà un poste d'éditorialiste sur CNews et sur BFM et sur LCI. Ouais, voilà. Et petit D, à ce stade signifie tant que Marine Le Pen n'a pas gagné la présidentielle. Alex. Il n'y a Alors, qu'une seule bonne réponse. Ouais. L'hymne des Bleus, chanté par le rappeur Youssoupha, fait polémique. Le président de la FFF, Noël Le Graët, regrette même ce choix. Alors, revenons sur l'histoire des hymnes du football français. Parmi les artistes suivants, lesquels ont déjà fait l'hymne de l'équipe de France de football. A. En 98, c'était Carlos qui chantait l'hymne des Bleus qui s'appelait Allez la France. Gros brainstorming autour du titre de la chanson à l'époque. Réponse B. Pour la Coupe du Monde de 2018, Karim Benzema chantait l'hymne Ne m'appelez plus jamais France. Avait-il chanté à l'époque. Réponse C. Pour la Coupe du Monde de 2010 à Naïsna, Eminem a chanté l'hymne des Bleus Lose Yourself. Réponse D. Pour la Coupe du Monde 2018, Samuel Umtiti a chanté l'hymne J'aurais mieux fait de me casser une jambe plutôt que de participer à ce hold-up. Voilà, réponse D. C'est vous qui avez écrit ça. Non, c'est une proposition. Ah d'accord. Merci Alex. Musique, je vous propose un featuring entre Marquis et Étienne Dao qui chante Je n'écrirai plus si souvent. Des brèves. Ah non, pardon, excusez-moi, je me suis emballée. Mais voici que descend le soir, fait de grands doutes et d'espoir, de secousses passagères et de pénombre familière. Je serai debout et face au vent. Pardonne-moi, je n'écrirai plus si souvent. C'est un dernier bal qui se traîne sous un ciel maudit de carême. Serait-ce un phare, ton signe, sur lequel enfin je m'aligne? Je serai debout et face au vent. Pardonne-moi, je n'écrirai plus si souvent. Raptures, 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 raptures.
face au vent. Pardonne-moi, je n'écrirai plus si souvent. Serait-ce un phare ou ton signe sur lequel enfin je m'aligne? Je serai debout et face au vent. Pardonne-moi, je n'écrirai plus si souvent. Raptures, 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 raptures. Vous écoutez France Inter, où tout à l'heure, à 18h, dans le 18-20, Claire Servageant va recevoir Victoire Touhaillon. Vous savez, c'est la journaliste et autrice du podcast Les couilles sur la table, avec sa sœur, Élodie Touhaillon, avocate. Vous avez fait oui, vous écoutez, j'imagine. J'adore. Ah ouais, Et voilà. il y a aussi le cœur sur la table. Exactement. Voilà, et c'est génial. Voilà, c'est tout à l'heure avec Claire Servageant, les amis. On passe au dessin. Le dessin se mue aujourd'hui en exercice d'écriture. Alors attention, au choix. D'abord, rédige les 5 premières lignes de la lettre de motivation de Manuel Valls pour trouver un travail en France. Il va falloir l'aider, je pense. Ou alors, autre option, trouve le nom de la rue qu'il va devoir traverser pour trouver un nouveau travail. Voilà. Thomas Croisière. Oui, j'ai fait le dessin avant vous finalement. Oui, moi, c'était pas mal aussi mal, comme ça. oui. Alfred et Gaston ont renoué avec le grand écran et que sont-ils allés voir pour fêter la réouverture des cinémas ? Pas vacciné avec mes 2 pourfendeurs de démons, la séance de Thomas Croisière. Hier, c'était... Demon Slayer, le train de l'infini. De Haruo Sotozaki. Qui, même sorti en pleine pandémie, rassembla 28 millions de spectateurs au Japon et rapporta déjà 500 millions de dollars au box-office mondial. C'est le plus gros succès de l'histoire du cinéma japonais. Demon Slayer a décapité Chihiro et effacé Your Name. En première semaine, 350 000 Français sont déjà allés le voir, dont 3 dans les Hauts-de-France, un majeur, c'est moi, et 2 mineurs, ce qui dans les Hauts-de-France n'est pas étonnant puisque... Oh non. Eh oui. Mais bien sûr. C'était les corons. Tu l'as, Hippolyte? Parce que mineur. Laisse tomber. Ça fait quand même plaisir d'avoir une toute petite salle de cinéma. Comme ça, on est tranquille. En plus, ça faisait 7 mois qu'on n'était pas allés. Ça faisait du bien quand même. C'était pour voir quoi déjà la dernière fois qu'on était allés? Lupin 3. Déjà un animé japonais, car Demon Slayer est l'adaptation au cinéma du manga Kimetsu no Yaiba, la lame tueuse de démons, un shonen, c'est-à-dire une histoire ciblant les adolescents de type couillu. Cette série, créée en 2016, est passée inaperçue lors de sa première édition en France sous le titre Les Rôdeurs de la Nuit, et tout simplement le manga le plus vendu au Japon en 2019-2020 et sans aucun doute 2021. Et pourtant, Charline, il est dessiné par une femme de 32 ans. Koyoharu Gotuge, même le Japon se barre en quenouille. C'est l'histoire de 3 chasseurs. 3 chasseurs de démons, évidemment. Oui, de démons. Qui sont envoyés en mission secrète dans un train parce qu'il y a eu beaucoup de voyageurs disparus à cause des démons, on pense. Il y a même un pilier, c'est-à-dire un maître qui sait bien contrôler le feu, est envoyé avec les chasseurs. L'action du film se situe juste après la première série de 26 épisodes que vous pouvez voir pour éviter de prendre le train en marche. Rapport que ça se passe dans un train. Sur la plateforme Wakanim. Si vous avez la flemme de tout regarder, vous pouvez raccrocher les wagons. Rapport que ça se passe dans un train. En matant son tordant résumé Demon Slayer en 17 minutes sur la chaîne YouTube Retake. Et si vous avez encore la flemme, allez consulter un médecin car j'ai l'impression que vous me faites une petite dépression. Alors le pilier, il démasque 2 démons un peu pourris, de lune inférieure. Et ensuite, il y en a un peu plus fort, mais toujours de lune inférieure. Il est pas un peu plus fort, il est super balèze. Ça va, c'est pas une lune supérieure. Vous doutez bien que mes 2 otaku ont allègrement divulgaché cet affrontement ferré entre les démons et leurs pourfendeurs, trop emportés qu'ils étaient par leur enthousiasme. Je conseille. Je le conseille à 100%. Je le conseille à 100%. Même pour les bébés de 3 ans. Même pour les bébés de 1 an. Ça pourrait être un peu violent. Ouais, de 1 an, alors vraiment pas. Parce que bon, il y a quand même des démons, du sang, des morts et surtout des combats à
hallucinant. J'ai aimé les combats parce que j'ai toujours aimé les combats et je trouve que le combat entre la lune supérieure et le pilier de feu, c'était l'un des meilleurs combats que j'ai jamais vu en dessin animé. Et je peux vous dire qu'entre DBZ, les Chevaliers du Zodiaque, Ken le Survivant, Akira et Naruto, on en a vu du combat. Et cela valent le détour parce que... c'est qu'il y avait eu beaucoup d'actions, que c'était long, qu'il y avait vraiment des combats, des techniques, enfin tout ça quoi. J'ai trouvé qu'il était trop classe quand il a fait la technique secrète. Ouais. Sayonara, arigato, koe no kajiri et vive le cinéma. Merci Thomas Croisière et merci Alfred et Gaston. Alors hier, il était ménestrel pour notre émission spéciale Moyen-Âge et tous les vendredis, il se fait trouvère ou troubadour. Tout dépend s'il met de l'huile sur le feu. Je me demande parfois où vous les trouvez, ces jeux de mots. Frédéric Fromet, de quoi allez-vous nous chanter? Eh bien, catastrophe sur le front de l'épidémie de Covid. Demain se tient le concert test d'Indochine. Oh non! J'ai demandé à Roselyne la reprise des concerts. Je pensais pas à Indochine. Je veux pas choper un cancer des deux oreilles. Et concernant le Covid, quitte à créer un cluster et à promouvoir le suicide, il ne manque plus que Mylène Farmer. J'ai demandé à Roselyne le retour de la culture. Je pensais pas à Indochine. Je suis pas fan de leur coiffure, ni de leurs fringues, ni de leur névrose. Je ne bois pas de jus de cafard. Je préfère encore une thrombose à cette boum dans un hangar. Confiné dans l'accord Hôtel Arena, on dirait un service de réa. 5000 cobayes contre le corona, surveillés par des caméras. Le pire c'est les 2500 volontaires au concert dans leur habitation. C'est sûrement ça, une idée de l'enfer, avoir Indochine dans son salon. Indochine dans le living room, c'est encore pire qu'un apéro Zoom. Indochine depuis le canapé, c'est pire qu'un test nasopharyngé. Indochine à la maison, ça mérite un avis d'expulsion. Même un soir le week-end, c'est déjà beaucoup trop, j'ai déjà une migraine. Même un soir le week-end, bonjour les acouphènes. J'ai demandé à Roselyne la reprise des concerts. Je pensais pas à Indochine. Vite, vite, un geste barrière, à moins que la PHP nous vaccine contre les paroles prépubères. C'est le public qu'on assassine. Je m'y connais en la matière. Je demande à Roselyne qu'il n'y ait plus jamais de concert. Merci. Frédéric Fromet. Et donc, je préviens tous les fans d'Indochine que vous jouez demain à Saint-Marcelin, dans l'Isère, et surtout dans une salle qui s'appelle Le Diapason. Et on souhaite au Diapason une belle réouverture. Merci les amis à Paris et en Suisse. À la programmation de cette émission, merci aussi à Nathalie Romero, Fabrice Rivaud, Mathias Volant et Sarah Masson, accompagnés de Noah Detti. À la réalisation, François Audouin. À la rédaction en chef d'orchestre, Ramzi Assadi. À la programmation musicale, Djoubaka. À la technique, aujourd'hui, il y avait Rémi Sistiaga et Pierre Faucillon à la vidéo. Je vous dis à lundi, bien sûr, et bon week-end ensoleillé à tous. C'est important le bronzage. Un homme bronzé est un homme qui va mieux. Papa, ça fait quoi comme bruit le vent? Ça fait oui.